Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette petite vidéo analyse où on va traiter de 3 sujets assez volumineux. On parlera de la situation du féminisme aujourd'hui, de la situation des républicains envers Zemmour et des candidats des républicains, en tout cas à la primaire et donc à la présidentielle 2022. Et on terminera par parler des dernières mesures sanitaires prises par le gouvernement, où on passera un peu plus rapidement. Donc, ces sujets sont relativement d'actualité tout de même, puisqu'il y en a un qui est sorti limite aujourd'hui ou même hier soir, d'autres qui sont dans l'actualité des élections, et un dernier qui est en phase avec les dernières manifestations que je vous ai partagées, qui m'aberrent au plus haut point par rapport au féminisme. Féminisme, on va commencer par ça. Donc, déjà les slogans, il faut qu'on se mette d'accord. Les slogans féministes, les ridiculise plus qu'autre chose. Quand on entend du ras-le-viol, c'est... La question du viol est une question qui est si délicate et si grave qu'on ne peut pas faire ce genre de jeu de mots, même pour défendre la cause. Ce slogan ras-le-viol doit être condamné. On ne peut pas utiliser ce slogan, le viol est quelque chose qui personnellement me touche personnellement. C'est un fléau contre lequel on doit se battre. Éduquer les hommes, bien sûr, éduquer les garçons dès le plus jeune âge, pas forcément en faisant de la grosse répression sur les jeunes, mais surtout en faisant énormément de pédagogie et d'éducation, ce qu'on ne fait pas assez à l'école. Donc il y a aussi un problème d'éducation nationale. Après, il faut prendre en compte aussi les problèmes des filles, il faut aussi leur apprendre que, déjà, je pense qu'à tout citoyen, il faut apprendre des gestes de défense, d'autodéfense qu'on doit enseigner, via l'école possiblement, qui pourrait proposer ça pourrait être intéressant. Mais on doit proposer des formations d'autodéfense pour que les personnes puissent s'autodéfendre en cas d'attaque. Je pense que ça pourrait être intéressant, notamment pour les femmes, ça peut être rassurant d'avoir une formation comme ça et de pouvoir se défendre. Je mets pas du tout en cause les femmes dans ces questions de viol, juste l'accoutrement des fois, ça ne justifie en aucun cas le viol, en aucun cas. Juste faites gaffe, parce qu'il y en a qui sont barges et qui tenteront de vous violer à cause de ce que vous portez. C'est inacceptable, c'est une question d'éducation qu'il faut régler, et ainsi de répression quand ils sont adultes. Je dis pas que c'est la faute des femmes, loin de là, loin de là. Mais faire un jeu de mots avec ras le viol, c'est inacceptable même de la part des féministes, surtout de la part des féministes. Ensuite, comme pour le racisme, on dit que c'est les antiracistes qui créent le racisme, c'est exactement pareil chez les féministes. À travers ce slogan, tout simplement. Les féministes créent les inégalités féministes en fait, tout simplement. Après les inégalités féministes, faut arrêter de croire que c'est totalement des inégalités. Je pense que c'est pas forcément des inégalités. Je pense que quand il y a une différence de salaire entre un homme et une femme, je pense que parfois, parce que ça arrive pas tout le temps, des différences de salaire, ça arrive sur 1 ou 2 ans parfois, c'est parfois justifié lorsque la femme tombe enceinte et prend des congés maternité. Là, la différence de salaire est bien sûr justifiée par rapport à un homme qui travaille toute l'année. Après, inversement, si la femme aura forcément une réduction de salaire puisqu'elle est forcément absente via l'hospitalisation de l'accouchement ou des choses comme ça, elle est forcément un petit peu en arrêt maladie entre guillemets, donc le salaire descend, mais si c'est l'homme qui décide de prendre le congé paternité, le salaire de l'homme sera réduit, et donc celui de la femme sera certainement plus élevé que celui de l'homme. Donc là-dessus, il va falloir arrêter de dire qu'il y a des inégalités là où il n'y en a pas. En fait, le travail des féministes doit se baser sur le viol et sur les violences conjugales. On ne peut pas slogan le viol. Alors après, il y a aussi un raccourci qui est pas mal, c'est le patriarcat tue l'écologie, ou c'était un truc comme ça que j'avais vu. Le rapport, déjà, d'après les féministes, forcément, c'est toujours la faute du patriarcat. Ça, c'est une règle si vous voulez être féministe, c'est toujours à cause du patriarcat. Après le patriarcat, je dirais pas que je suis pour non plus. Je dis qu'il y avait certains avantages et certains inconvénients à ce dernier. Après, je ne soutiens pas ou autre. Il faudrait que je me penche plus sur la question pour pouvoir donner un avis éclairé là-dessus. Ensuite, donc déjà le rapport entre les deux est infaisable et inacceptable. On ne peut pas faire un rapport entre ces deux choses-là. Il n'y a aucun rapport entre écologie et patriarcat. Bon. Donc déjà, on voit déjà toute la bêtise et la stupidité des féministes ici, à l'occurrence. Maintenant,
ce qui me dérange aussi, c'est la récupération politique du mouvement féministe. Le mouvement féminisme, c'est extrémisé, comme tout mouvement qui évolue de toute façon. On a vu ça avec les LGBT, on voit ça maintenant avec les féministes, on a vu ça avec les véganes animalistes. Tous extrémistes de toute façon, au bout d'un moment, c'est clair. Et on peut le voir aussi d'une certaine façon avec la crise sanitaire. Bon. Les féministes, c'est Roussel qui avait proposé en plus ces photos que je vous avais partagées, que j'avais commentées rapidement en story. Rousseau, Madame Rousseau, qui était candidate à la primaire des écologistes, est une woke. On avait déjà parlé du mouvement woke, je vous invite à aller voir la vidéo sur le wokisme, si vous ne savez pas ce que c'est. Se revendique woke, se revendique féministe, extrémiste. Elle n'a pas dit féministe extrémiste, mais aujourd'hui le féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est extrémiste. Après il y a toujours des féministes légitimes encore, que je respecte et que je soutiens, mais on est encore sur des féministes majoritairement, enfin en tout cas ceux qu'on voit le plus qui sont extrémistes, malheureusement. C'est comme pour les LGBT. Mais voilà, il y a une récupération politique de la gauche du mouvement féministe. On avait vu ça avec le mouvement LGBT déjà, avec Mélenchon. Là c'est moins vers l'extrême gauche, mais on pourrait dire que c'est l'extrême gauche aussi, parce que Rousseau c'est clairement woke, féministe extrémiste, donc récupéré par du coup l'extrême gauche, parce que Rousseau est une communiste convaincue d'extrême gauche, et je pense qu'elle est plus proche de Mélenchon que d'Europe Écologie Les Verts et que Jadot, parce que on l'entend très peu sur l'écologie, on l'entend beaucoup sur la question des femmes en France, la question des minorités en France, etc. Ce qui est inacceptable selon moi. Elle se rapproche plus de LFI que de ELV. Voilà. Donc ça c'était pour faire un petit message autour de la récupération politique du mouvement féminisme aujourd'hui par Rousseau, qui est inacceptable en fait. Ce genre de mouvement ne doit pas être repris et politisé de toute façon. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, et surtout quand c'est utile à une extrême gauche qui se dit bien pensante mais qui détruit la France en réalité, forcément ça dérange. Ensuite on va changer de sujet, on sera sur les LR et Zemmour. Le parcours de Zemmour peut se révéler semé d'embûches, suivant le résultat de la primaire des LR selon moi. Je pense que si Éric Ciotti sort gagnant de la primaire des LR, il sera obligé d'aller au bout. Éric Ciotti étant le candidat des Républicains le plus proche au moins au niveau des idées de Zemmour, je pense que ça divisera les voix entre Ciotti et Zemmour et ça handicapera les deux dans l'élection présidentielle. Et donc je pense que le final sera un Macron et un Macron qui passera au deuxième tour face à Marine Le Pen. Je pense que ça finira comme ça. Ou dans l'éventualité où Zemmour passe devant Le Pen, Ciotti rejoindra Zemmour et on aura une chance peut-être que Macron contre Zemmour puisse éventuellement gagner, mais c'est très peu probable je pense. Les Français sont encore trop des moutons et parfois un peu trop cons, si je peux dire, ou trop naïfs en tout cas. Ensuite, autre scénario, c'est quelqu'un d'autre que Ciotti qui sort vainqueur de la primaire. Dans ce cas-là, Ciotti rejoindrait Zemmour selon moi et Zemmour finirait au second tour, peut-être pas aisément, mais en tout cas il aurait plus de chances de finir au second tour. Parce que je vous rappelle qu'il y a éventuellement Bertrand ou Pécresse qui sont les deux piliers en fait des LR. Alors là on remarque Barnier un peu plus, mais c'est pas non plus grandiose par rapport à Pécresse et Barnier. Bertrand, excusez-moi. Mais tout simplement avec un Pécresse ou un Bertrand, clairement Ciotti n'ira pas avec eux et se rangera du côté de Zemmour. Clairement, je trouve dommage que Zemmour ne soit pas allé avec les LR, mais il faut dire que les LR sont devenus beaucoup plus transcentristes. On le voit avec Xavier Bertrand qui aujourd'hui est plus de centre que de droite. En fait, chez les LR, quand on regarde bien, le seul qui reste réellement bien à droite, c'est Éric Ciotti et Barnier encore, qui propose des solutions qui sont selon moi excellentes, comme le retour du service militaire de 6 mois obligatoire, que je trouve ça excellent. Mais Pécresse Pécresse encore reste un peu plus à droite que Bertrand. Bertrand sur des questions économiques reste bien à droite, mais est trop au centre selon moi sur certaines questions, notamment au niveau du social, parce que en fait quand on l'écoute parler, il veut faire des choses
qui sont infaisables économiquement, déjà qu'on a du mal actuellement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les LR et Zemmour. Et je terminerai par le dernier point, c'est des dernières mesures qui ont été prises, qui nous montrent encore une fois à quel point le gouvernement est incompétent, illogique, et prend les Français pour des cons. Et le problème, c'est que les Français sont apparemment cons, puisqu'ils sont en accord avec ces mesures. Le test PCR, qui est réduit à moins 24 heures. Il y a une certaine logique, mais pourquoi le mettre maintenant à 24 heures alors que précédemment il était à 48 et 72 heures ensuite, mais qui est resté à 72 heures, et le réduire directement à 24 heures. Pourquoi? Soi-disant pour maintenir les fêtes. Bon, soit. Pourquoi 72? Parce qu'en 24 heures on a le temps de l'attraper, donc je vois pas en quoi le mettre à 24 heures ou 72 heures, ça change. On a peut-être plus de chances de l'attraper en 72 heures, bien sûr, puisqu'il y a plus de temps. Mais au bout d'un moment, le résultat zéro n'existe pas. Et le mettre à 24 heures, déjà qu'il est payant, alors en plus, si on réduit le temps, ça ne peut que faire chier les Français. Parlons crûment un peu. Parce que là, il y a un vrai ras-le-bol qui s'installe au niveau de ce gouvernement et de sa politique sanitaire infâme et vraiment qui doit absolument être stoppé à un moment donné. Pour la troisième dose, le temps entre la deuxième et la troisième dose réduit à 5 mois. Bon. Étrange de réduire un temps comme ça, parce qu'à force de réduire, on va faire de plus en plus de doses parce qu'il en faudra de plus en plus et on sera sur des rappels qui seront extrêmement courts et ça favorisera de toute façon l'économie des laboratoires qui ne fera que monter, déjà qu'elle est bien haute actuellement. Maintenant, on remet le masque partout dans les services publics, dans les lieux publics clos. Bon, en fait, on a l'impression qu'on n'avance jamais avec ce virus. C'est-à-dire qu'on pense avancer et sortir de là, et au final, on se retrouve à repartir dedans, à re-être handicapé. Ça va faire 2 ans qu'on supporte ça. Je pense que ça fait 2 ans, alors, 1 an, ça faisait un peu beaucoup, mais on pouvait supporter à la limite. Là, ça va faire 2 ans, ça commence à être insupportable. Un troisième confinement qui est toujours une idée qui est gardée par Gabriel Attal, il l'a dit lui-même, même s'il ne veut pas le faire, il la garde en tête. Un troisième confinement tuerait toutes nos petites entreprises et les personnes qui sont déjà faibles psychologiquement. Mais je préfère parler surtout au niveau des entreprises parce que c'est là que je peux en parler le mieux. Le premier confinement a tué certaines entreprises qui étaient déjà de base avec la difficulté économique du pays, déjà n'étaient pas tellement bien, donc ça les a achevés. D'autres ont réussi à survivre au premier confinement. Beaucoup n'ont pas survécu au second confinement. Et d'autres s'en sont sortis, tant bien que mal. Et je pense qu'un troisième confinement tuera les entreprises. Et surtout les petites entreprises qui font travailler clairement le pays et font l'économie du pays. Parce que les aides que l'État donne, c'est bien, mais quand une entreprise ne les touche pas, c'est extrêmement dur. Je sais puisque dans ma famille, quelqu'un est indépendant, artisan, et ne touche pas les aides. Et n'a touché que le prêt garanti par l'État qu'il faut encore rembourser. Donc finalement, ça n'aide pas tellement. Il est au bord de la faillite, quoi. Au bord de la faillite, et un troisième confinement le ferait partir en faillite totalement. Donc, les aides de l'État, c'est bien quand elles sont données à tout le monde. Parce que c'est bien de faire du flanc, dire qu'on débloque tant d'argent pour finalement pas forcément le redistribuer. Je connais des gens qui ont touché l'argent de l'État, mais j'en connais aussi beaucoup qui ne l'ont pas touché. Et le problème est là, c'est qu'on nous dit qu'on fait le tout pour le tout, on débloque des milliards d'euros, soi-disant pour les aider, sauf que on peut pas, bien sûr on peut pas aider tout le monde, c'est comme ça. Mais quand je vois le nombre de gens qui n'ont pas reçu d'aide autour de moi, je me pose des questions sur l'efficacité en fait de cet État. Est-ce qu'il n'a pas donné plus aux grandes entreprises qu'aux petites? Et c'est aussi la question qu'on se pose. Et ce serait vraiment incroyablement offusquant de voir qu'ils ont plus donné aux grosses qu'aux petites. Donc on voit encore que cette politique est là pour favoriser éventuellement les gros, n'est pas là pour favoriser les petits, n'aide pas vraiment. Maintenant on a énormément de dettes qui n'ont pas forcément aidé le pays
parce qu'on a débloqué de l'argent, on a créé de la dette en plus, hein, on est à plus de 120% du PIB niveau dette, ce qui est énorme pour la France. Enfin, ce qui est énorme tout court, en fait, à l'échelle de notre pays, c'est énorme. Et pourtant, ces dettes n'ont pas aidé à la reprise économique et n'ont pas aidé le pays à s'en sortir. Donc, on a le droit de se poser la question, mais finalement, en fait, tous ces milliards, ils sont partis en fumée. Alors oui, ça a sauvé certaines entreprises. Ça a sauvé certains domaines, comme celui de la restauration, celui du cinéma, celui du spectacle, en fait. Ces derniers ont été sauvés. Beaucoup n'ont pas été sauvés. Beaucoup qui n'avaient pas de personnages à l'image de Philippe Etchebest pour pouvoir montrer leur mécontentement, n'ont pas eu ces aides-là. Je pense au domaine de la blanchisserie, pour citer celui d'un ami par exemple, enfin d'un membre de mon entourage en tout cas. Voilà, juste pour citer la blanchisserie par exemple, où ils n'ont pas du tout eu d'aide. C'est très compliqué, ceux du pressing, enfin du lavage en général, c'était très compliqué. Donc le chantier était un peu aidé, mais c'était compliqué. C'est juste que la politique du gouvernement, je pense qu'elle n'est pas bonne. On pouvait la comprendre au début, comme quoi elle était pas bonne sanitairement. Mais même économiquement, on nous dit que la situation est très bonne, alors que en réalité, la situation économique est mauvaise en fait. Elle est catastrophique. Et il faut absolument, à partir de 2022, réussir à redresser la pente. Sinon, la France, déjà qu'elle est pas bien, qu'elle est au niveau d'un pays moyen, deviendra un pays du tiers-monde, c'est sûr. On sera plus une grande puissance. Déjà qu'on ne l'est plus. Et c'est bien ce qui nous dérange ici. Donc moi je vous invite à voter la bonne personne en 2022. Pour moi c'est Zemmour. Donc après c'est à vie de chacun. Mais réfléchissez à toutes ces questions et votez pour la bonne personne en 2022 pour éventuellement sauver la France parce qu'on est au bord du gouffre. Voilà. Bord du gouffre économiquement, civilisationnellement, enfin sur tous les domaines. Mais civilisationnellement c'est pas ça qu'on abordait ici, c'est surtout le côté un peu économie. Je propose pas forcément de solution, je pourrais faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les différentes propositions économiques qui pourraient être apportées à la France et qui pourraient être positives à la France. Voilà. Demandez ça moi en commentaire ou je ferai une story où je demanderai votre avis. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.